Le 25 décembre 1991, l'Union soviétique se disloquait et Boris Yeltsin proclamait l'indépendance de la Russie. Ainsi s'effondrait l'une des deux grandes superpuissances issues de l'ordre mondial, née en 1945 à Yalta. 20 ans plus tard, où en est la Russie de Poutine et de Medvedev? Quelle place et quelle stratégie a cette Russie dans les nouveaux rapports de force mondiaux? La Russie est-elle simplement un pays émergent comme les autres BRIC, le Brésil, l'Inde, la Chine? Pour mener cette analyse, Xerfi Canal a invité Thomas Gomart, qui vient de diriger un livre collectif publié en anglais sur la sécurité énergétique de la Russie et sa politique étrangère. Thomas Gomart, bonjour. Bonjour Laurent Févis. Bonjour. Thomas Gomart, vous êtes directeur du développement stratégique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, l'un des principaux think tanks français, et vous dirigez le centre de recherche Russie, Nouveaux États indépendants. Petite remarque que je voudrais faire en introduction, le titre de ce livre, qu'on va traduire en français, mais ça sera affiché en anglais, « La sécurité énergétique de la Russie et sa politique étrangère ». Pourquoi mêler les deux ? Précisément, si vous voulez, on a décidé de travailler sur l'interaction très étroite entre politique énergétique et politique étrangère pour faire un sort à la notion d'arme énergétique, qui était souvent très utilisée pour analyser les conflits, notamment les conflits gaziers entre la Russie et l'Ukraine. Et on a essayé de montrer que le facteur politique intervenait à la fois dans chaque projet, de manière spécifique dans chaque projet énergétique, et qu'en même temps, il y avait de la part des autorités russes une volonté de replacer leur politique énergétique dans un cadre plus large, qui est celui de leur politique étrangère. D'accord. Alors l'énergie, on va y revenir très très longuement parce que ça va être au centre de nos préoccupations. Je l'ai dit un peu en introduction, on place souvent la Russie dans les BRIC. Mais la Russie, c'est un pays émergent ou plutôt un pays réémergent? De mon point de vue, c'est un pays réémergent, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été une puissance jadis, qui a décliné dans les années 90, dont l'histoire, si on la regarde sur plusieurs siècles, connaît des hauts et des bas, et qui donc a une tradition, a une culture stratégique qui est basée sur la notion de puissance. Ce qu'on observe depuis 10 ans, depuis 2000, c'est un retour d'influence de la Russie qui est incontestable. Mais tous les signes de puissance n'étaient tout de même pas perdus pendant cette traversée du désert. Non, mais quand vous relisez ce qu'on écrivait sur la Russie juste après la chute du mur, vous seriez surpris. C'est-à-dire qu'on voyait une Russie réduite au Grand-Duché de Moscovie. On écrivait des choses comme ça au début des années 90. Autrement dit, il y a vraiment un retour d'influence de la Russie au cours des années 2000, et incontestablement, la Russie est plus influente sur la scène internationale en 2010 ou en 2011 qu'elle ne l'était en 2000. Dans le même temps, c'est une réémergence qui présente un certain nombre de fragilités. Et de ce point de vue, c'est vrai que dans le groupe des BRIC, cette formule a fait... Le Brésil, tout ça. Je crois que la Russie se distingue des BIC. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le seul des 4 pays à connaître un choc démographique et à perdre de la population de manière extrêmement significative, et à avoir un modèle économique qui lui est propre et qui n'est pas forcément durable, ou qui oblige du moins... Et qui n'est pas un modèle économique de réindustrialisation rapide ou d'industrialisation rapide. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que ça reste fondamentalement un modèle basé sur la rente énergétique, alors ce qui ouvre un certain nombre de possibilités pour la Russie, mais en même temps, on n'est pas du tout, quand on compare à la Chine, on n'est plus du tout dans la même problématique. L'économie russe et l'économie chinoise étaient comparables en volume au début des années 90. Aujourd'hui, la comparaison n'a plus tellement de sens. Le décalage de potentiel entre la Russie et l'Inde est tel qu'à terme, évidemment, la Russie présente, je dirais, beaucoup moins d'opportunités. Au fond, peut-être le pays avec lequel la comparaison est la plus tentante, c'est avec le Brésil. Effectivement, quand on observe, par exemple, les dépôts de brevets des deux pays, on voit qu'ils sont sur des courbes relativement proches. En termes de population, c'est relativement comparable. En revanche, ce qui distingue la Russie de manière là spécifique, c'est cette tradition de puissance qui s'explique, qui se traduit de différentes manières. Pour les élites russes, la Russie est une puissance ou n'est rien, c'est-à-dire que son identité internationale est basée sur cette notion de puissance, et ça s'appuie sur un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça s'appuie principalement également... Comme la Chine, là. Comme la Chine, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et peut-être d'autres prochainement. Mais ça s'appuie aussi principalement sur l'arme nucléaire, qui est vraiment, je dirais, la clé de voûte
de la puissance pour les élites russes. Alors, on va revenir longuement sur la stratégie de puissance de la Russie, mais parlons un instant de la situation politique et économique en Russie. 2012 va être une année importante en Russie, élection présidentielle dans juste un an, en même temps qu'en France, un peu avant les élections américaines d'ailleurs, année cruciale dans le monde. Où en est l'économie russe à un an des élections présidentielles, et est-ce que la situation économique est un enjeu politique important ? À l'évidence, c'est un enjeu de première importance dans la mesure où la Russie a connu des années de forte croissance sur la séquence 2000-2008 et une très forte récession de l'ordre de 8% en 2009. En 2010 et en 2011. Lié à la chute du prix du pétrole. Corrélé, directement corrélé à la chute du prix du pétrole. Et en 2010, elle a renoué avec la croissance un peu au-dessus de 4%, et elle fera probablement entre 4 et 5% de croissance sur 2011. La croissance est étroitement liée au prix des matières énergétiques. Oui, bien sûr. Vous avez une corrélation très étroite. Les autorités russes ont géré la crise sur le plan macroéconomique de manière relativement prudente. Vous avez un objectif de rétablir le déficit budgétaire à horizon 2015, qui n'est pas complètement fantaisiste. Et la Russie, comme vous le savez, dispose des troisièmes réserves mondiales de change après celles de la Chine et du Japon. Autrement dit, on est dans une situation où, assez paradoxale. Troisième réserve mondiale de change, c'est aujourd'hui ou juste avant la crise ? Juste avant la crise, oui. Juste avant la crise. Alors, elles ont été en partie utilisées justement pour protéger le rouble. Mais vous avez aujourd'hui des marges de manœuvre en Russie qui sont sans comparaison avec celles qu'elles étaient, par exemple, après la crise de 1998. Alors, vous avez expliqué que la situation économique russe, il y a toujours le mot soviétique qui me vient à la bouche, je vais faire très attention de dire russe, est étroitement corrélée au cours du pétrole et du gaz. Quel est l'état de l'appareil industriel ? Alors, c'est un appareil industriel qui, dans certains domaines, est obsolète, vétuste, et qui conserve également certaines niches d'excellence. Si on devait, au fond, le décrire à grands traits, il y a tout ce qui concerne effectivement le secteur énergétique au sens pétrole, gaz, charbon, et j'ajouterai le nucléaire civil, évidemment. Vous avez tout ce qui a trait aux industries... C'est l'anniversaire de Tchernobyl. Oui. Tout ce qui a trait aux industries extractives. Et quand vous avez une étude du Boston Consulting Group du début de l'année qui voit 6 groupes russes susceptibles d'être dans les Global Challengers à horizon de 10 ans. Vous avez Evraz, vous avez Norilsk Nickel, vous avez donc du minier, vous avez de la sidérurgie avec Rusal et Severstal, et vous avez de l'énergie avec Lukoil et Gazprom. Peut-être que cette étude, à mon avis, fait l'impasse sur 2 secteurs que je vois en recomposition. Dans le domaine des télécoms, le rôle de Vimpelcom, qui commence à être très actif sur des marchés émergents et en particulier au Moyen-Orient. Et évidemment aussi de voir comment va évoluer le secteur bancaire en Russie. Ça, c'est une grande inconnue. On a un secteur bancaire qui est très fragmenté avec 2 acteurs principaux que sont la Sberbank, partiellement en voie partielle de privatisation, et VTB. Mais la recomposition du secteur bancaire est évidemment absolument centrale parce que au-delà de ces deux principaux acteurs et de Rosbank, vous avez une multitude de petites banques qui peinent au fond à jouer leur rôle dans le refinancement Les banques russes n'ont pas fait trop de bêtises pendant la période d'euphorie bancaire ? Je ne voudrais pas dire une bêtise là-dessus. Très franchement, j'ai du mal à répondre à votre question. Je pense qu'elles ont, en particulier, si vous voulez, pour Rosbank, qui est très liée maintenant avec la Société Générale, elles ont probablement eu des expositions effectivement un peu plus prudentes. Mais je reste moi-même prudent là-dessus. Alors, il y avait un secteur d'excellence autrefois de l'ex-Union soviétique, qui étaient les industries d'armement, le domaine aérospatial. Qu'en est-il aujourd'hui ? Où en sont ces industries aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez noté, la Russie envisage d'acheter du matériel militaire à l'étranger, et en l'espèce bâtiment de projet, voilà, le Mistral.
Ce qui est un précédent assez inimaginable il y a encore quelques années. Là aussi, je caractériserai la situation de la manière suivante. Vous avez un complexe militaro-industriel qui peine à se réformer, avec un enjeu politique. C'était pourtant la partie la plus performante, de l'industrie soviétique. Et c'était de là que venaient les innovations technologiques susceptibles ensuite d'être transférées dans le domaine civil. Alors, on ne voit pas, si vous voulez, de cycle d'innovation extrêmement attractif. En revanche, il y a une structure qui a globalement résisté et qui a permis de maintenir, comme je le disais précédemment, certaines niches d'excellence. La Russie reste un exportateur, troisième exportateur mondial d'armement, avec des marchés à l'exportation principalement vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Iran, cherche à rentrer... Y compris dans l'aéronautique ? Oui, alors les systèmes d'armes vendus, probablement, il est fort probable que la Chine a pris tout ce qu'elle pouvait prendre en termes de technologie de son partenaire russe. Il y a toute une logique aujourd'hui pour l'industrie d'armement russe d'essayer de moderniser des systèmes avec des coopérations notamment avec Israël pour tout ce qui est électronique embarquée sur l'aéronautique. Après, il faut regarder, si vous voulez, secteur par secteur, mais l'image générale, c'est très clairement un complexe militaro-industriel qui est en perte de vitesse, qui est très difficile à... Il semble qu'ils aient perdu le marché sur l'Inde, alors que les Russes étaient traditionnellement les fournisseurs de l'Inde. Bien sûr, il y a un partenariat... On vient d'ailleurs à l'IFRI de publier une étude sur le partenariat militaire entre la Russie et l'Inde. Vous avez une très longue tradition. Ce que je voulais dire, c'est ce complexe militaro-industriel qui est globalement en perte de vitesse, qui peine à être organisé et dont la réorganisation est un enjeu politique extrêmement vif. Alors, on vient de faire un petit tour d'horizon rapide sur la situation industrielle de la Russie. On a toujours en tête l'idée de la situation politique et des élections qui se profilent à l'horizon d'un an. Comment vit le consommateur russe aujourd'hui? Comment il vit la situation? Il vit mieux que jadis. Et au fond, le contrat social des années Poutine, c'était de la croissance, même si elle devait se traduire par une restriction des libertés publiques. Et ce contrat a tenu, je dirais, de manière... Il y a un consensus sur cette question. Oui, il y a un consensus. Et il y a une popularité certaine du couple dirigeant qui s'explique justement par l'amélioration progressive des conditions de vie de la Russie au cours des 10 dernières années, avec la constitution d'une classe moyenne et évidemment, en corollaire, une accentuation très forte des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'il y a des parties de la population qui sont laissées sur le bord du chemin. Il y a évidemment une extrême richesse, mais également une classe moyenne qui consomme, voyage. Et au fond, je pense qu'on a parfois une vision un peu fausse de la Russie. Je pense que c'est un pays qui s'est beaucoup ouvert au cours des dernières années, précisément par ce biais. Alors en ce qui concerne la situation politique, là on est à la veille d'échéances extrêmement importantes. Le système politique russe, au fond, est le suivant, c'est qu'on désigne un candidat et puis on fait consacrer cette désignation par une élection. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir qui de Poutine ou de Medvedev va y aller. Mais est-ce que les bookmakers anglais vont vraiment faire des paris sur qui va y aller ? Je pense qu'aujourd'hui, les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits dans la mesure où les entourages sont en train de se polariser de manière très nette, que la base de pouvoir de Poutine semble plus large parce que d'abord c'est simplement un problème d'homme, il n'y a pas de divergence politique profonde. Je pense que c'est moins un problème d'homme qu'un problème de système en fait. C'est-à-dire que le système restera en place, c'est un système qui est fondamentalement oligarchique, avec une frontière qui a été tracée par Poutine aux oligarques pour qu'ils n'empiètent pas dans la sphère, ou du moins beaucoup plus discrètement que jadis, dans la sphère politique. Et ce système, avec des recompositions et des changements de clientèle, à mon avis, n'est pas appelé à évoluer fondamentalement. La différence, si vous voulez, entre les deux hommes aujourd'hui, c'est une différence sur la notion de modernisation, c'est-à-dire comment on conduit la modernisation. Si on cherchait à tracer un clivage entre les deux, on serait tenté de dire que Poutine est dans une logique où la modernisation doit être véhiculée par les champions nationaux
et doit se faire sur une base de défense de la souveraineté russe, c'est avec une idée très forte qui est très partagée dans les élites russes, c'est que la Russie ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'elle ne suit plus les prescriptions extérieures. Et à l'inverse, chez Medvedev, vous avez une volonté de reprendre, de relire différemment l'histoire russe. Donc il y a toute une réflexion sur la déstabilisation qui est lancée par Medvedev, qui ne va pas forcément contribuer à sa popularité d'ailleurs. Et surtout l'idée selon laquelle la modernisation doit davantage émaner, je dirais, de la société, de la base, peut-être une plus grande confiance dans la notion d'entrepreneuriat que chez Poutine. C'est une approche qui n'est pas bien reflétée dans les médias français, parce qu'on voit souvent ici Medvedev comme un fauné de Poutine, en fait. Alors, c'est très clairement Poutine qui a fait Medvedev. De la même manière que c'est Yeltsin et Voloshin qui ont fait Poutine. C'est-à-dire que, comme je le disais, on désigne et ensuite on élit en Russie. Ça ne changera pas en 2012. Maintenant, vous avez probablement une volonté d'émancipation de la part de Medvedev, et vous avez quelque chose qui est passé relativement inaperçu dans les médias français, c'est le changement constitutionnel qui est intervenu en novembre 2009. À partir de 2012, le président russe sera élu non plus pour 4 ans, mais pour 6 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire que Poutine peut effectivement, s'il revient au pouvoir, espérer être au pouvoir jusqu'en 2024. Et si Medvedev est réélu, il resterait là des vieilles traditions soviétiques avec des vieillards à la tête de l'État. C'est une partie de l'analyse, c'est-à-dire que si on se met dans cette perspective et s'il est jusqu'en 2024, il aura au fond exercé le pouvoir directement ou en tant que Premier ministre sur une génération. Et donc son problème pour lui, c'est comment il se situe par rapport à l'histoire russe. C'est-à-dire comment il pourra se comparer à Pierre, à Catherine, à Staline, et au fond comment son action s'inscrit dans l'histoire russe. Je pense que pour Medvedev, la problématique est très différente. Pour Medvedev, c'est dans quelle mesure je suis légitime et en particulier j'arrive à incarner la Russie sur la scène internationale. Alors la Russie, justement, sur la scène internationale, c'est les enjeux géostratégiques pour la Russie, avec au centre des atouts de la Russie ses ressources pétrolières et minières. Quels sont les facteurs les plus importants de cette géostratégie de la Russie aujourd'hui ? Si on raisonne littéralement, c'est son territoire et ses ressources. C'est-à-dire que le pari fait par les élites russes, c'est de dire qu'il va y avoir dans les 30 ans à venir une raréfaction des ressources fossiles qui ne peut être que bénéfique à l'économie russe, puisque nous sommes deuxième producteur mondial de pétrole, nous disposons des premières réserves mondiales de gaz, nous avons du charbon à ne plus savoir qu'en faire, et parallèlement, on est capable d'aller sur le nucléaire civil. Alors, est-ce que les événements de Fukushima vont modifier le modèle russe ? C'est possible. Donc, mais contrairement... il y a toute la palette des ressources et des modes d'énergie qui sont à la disposition. Donc l'énergie est bien au centre du rétablissement de la puissance russe. Oui, d'une certaine manière, elle a financé ce retour de Simplement puissance. Le financement, ou il y a d'autres... on peut parler de dissuasion énergétique, par exemple. Oui, alors je sais que vous appréciez la notion. Je serais un peu plus prudent, c'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir une vision, à mon sens, uniquement géopolitique de l'utilisation de l'énergie par la Russie. Pourquoi ? Parce que vous avez le discours qui est celui des autorités russes, pour lesquels la politique énergétique s'inscrit dans la politique étrangère. Et puis ensuite, vous avez les intérêts bien compris des groupes énergétiques russes, que ce soit Gazprom ou les pétroliers Rosneft. Ces intérêts peuvent être distingués Bien sûr, parce que ces groupes sont aussi de plus en plus soumis aux critères internationaux de gouvernance, doivent nouer des partenariats, et donc, dans le cadre de ces partenariats, sont parfois victimes de leur proximité avec le Kremlin. Et à l'inverse, vous avez aussi un certain nombre de partenariats qui se construisent sur cette proximité avec le Kremlin. Ça donne une situation très, très fluctuante dans laquelle l'énergie est très clairement un moyen pour la Russie de revenir comme puissance globale. C'est au fond le principal outil pour être puissance globale, pour projeter de la puissance. Mais en même temps, il y a une nécessité pour les groupes russes de se refinancer, comme tous les groupes, et puis de gagner de l'argent. Et donc ça implique aussi d'avoir une approche business bien comprise. Donc l'énergie comme facteur de puissance, je voudrais qu'on fasse un rapide tour d'horizon de l'évolution de la puissance russe et des relations internationales de la Russie.
premier élément, les relations avec l'ex-Union soviétique, enfin les pays de l'ex-Union soviétique. Alors je crois que ce qui a changé au cours des 10 dernières années, c'est que vous avez eu une lecture après la guerre de Géorgie consistant à dire que la Russie cherche à recréer au fond l'Empire soviétique. Et donc à une attitude néo-impériale. Ce n'est pas une lecture que je partage. Je pense au contraire que vous avez deux phénomènes assez contradictoires qui se sont passés. D'abord, effectivement, une volonté d'intégration, mais qui porte des fruits, qui a assez peu d'effets, dont je dirais le résultat le plus tangible va être l'union douanière entre le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. Donc on est quand même très loin. Le Kazakhstan, c'est important. Oui, c'est important. Stratégiquement, c'est important. C'est évidemment très, très, très important. C'est d'autant plus important, si vous voulez, que la Russie aujourd'hui est le seul membre du G20 à ne toujours pas être dans l'OMC et que vous avez un débat en Russie sur la manière dont cette union douanière doit être un préalable à une éventuelle accession à l'OMC. Et ça, c'est un point d'ailleurs de clivage entre Poutine et Medvedev. Donc vous avez des tentatives d'intégration, mais ce qui me frappe davantage, c'est, je pense qu'il faut, c'est-à-dire ce que nous essayons de faire dans le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner, voir de manière bilatérale la manière dont la Russie a noué ou reconstruit ses relations avec les différents pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe. La Russie n'aime pas beaucoup les accords multilatéraux. C'est vraiment le tête-à-tête, la discussion tête-à-tête. Alors, la Russie, si vous voulez, n'est jamais dans une logique d'intégration, sauf pour l'exemple de l'union douanière, c'est-à-dire que ça doit être une intégration toujours sous sa domination, et beaucoup plus sur une logique d'association. C'est-à-dire que, on pourrait résumer la chose de la manière suivante, si vous voulez, c'est que l'association doit s'arrêter à partir du moment où elle devient contraignante pour la Russie. Mais c'est vrai que dans l'espace post-soviétique, ce tête-à-tête et cette manière de recourir au bilatéral la place toujours en situation de domination. Alors, dans l'espace ex-soviétique, il y a plusieurs catégories de pays. Il y en a qui sont producteurs d'énergie. Donc là, c'est une préoccupation tout à fait spécifique. Oui, alors il y a plusieurs pays, il y a plusieurs types de pays, puis il y a un pays avec lequel la Russie a fait la guerre en août 2008, qui est la Géorgie. Et ça c'est une inflexion à mon avis très, très, très importante pour comprendre l'évolution des dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu le recours à la force militaire de la part de la Russie de manière tout à fait assumée, avec une reconnaissance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, qui a pour conséquence, si vous voulez, d'altérer très fortement les projets européens de mettre en place ce qu'on appelle le corridor sud pour les approvisionnements énergétiques. Les autres pays importants, vous avez mentionné le Kazakhstan en Asie centrale. L'autre pays décisif en Europe, c'est évidemment l'Ukraine, où là on a une évolution extrêmement spectaculaire entre les années Youtchenko, qui étaient des années où l'Ukraine a essayé d'avancer. L'Ukraine, on n'est pas dans les pays producteurs, on est dans les pays de transit. Oui, vous avez un peu de production de gaz, mais c'est vrai qu'on peut. Je vous parle de l'Ukraine parce que c'est à mon avis l'évolution la plus spectaculaire avec les accords d'avril 2010, où on note un retour d'influence de la Russie, je dirais, base militaire contre accord sur le gaz. Pour répondre directement à votre question, il faut effectivement distinguer les pays producteurs, et en particulier Kazakhstan, Turkménistan, dans une moindre mesure Ouzbékistan, Azerbaïdjan évidemment, des pays de transit. Et il y a deux pays de transit, le plus connu c'est l'Ukraine, parce que quand il y a un problème russo-ukrainien, on l'a ressenti très fortement en 2009. Et il y a un deuxième pays par lequel transite 20% du gaz russe à destination du marché européen, c'est la Biélorussie, qui connaît une évolution préoccupante sous la férule du président Loukachenko. Donc ces marges de l'Empire qui font tampon entre le restant de l'Europe et la Russie, en quelque sorte, restent des zones très stratégiques et très sensibles. Si vous voulez, la ligne rouge qui a été tracée par la Russie de manière parfaitement explicite au cours des années, à la fois la fin des années 90 et début des années 2000, c'est de dire pour nous le point non acceptable, ce serait une intégration dans l'OTAN de l'Ukraine. La Géorgie, d'une certaine manière, était moins importante. Alors mais c'est vraiment ça a été vraiment, si vous voulez, la ligne directrice de la politique étrangère russe vis-à-vis de l'OTAN et de l'Occident sur la période 95-2005. Alors on aimerait développer beaucoup de points, mais l'heure tourne. J'aimerais quand même vous poser encore un certain nombre de questions sur d'autres partenaires stratégiques, l'Europe, l'Union européenne, et
particulièrement l'Allemagne? Quelle est la spécificité des relations entre la Russie et l'Allemagne? Alors, c'est une relation extrêmement substantielle. L'Allemagne est de loin le premier partenaire de la Russie au sein de l'Union européenne, que ce soit en matière économique, mais également politique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une proximité russo-allemande sur un certain nombre de dossiers de plus en plus visibles. Cette relation est extrêmement substantielle dans le domaine énergétique, c'est-à-dire que l'Allemagne a fait un choix d'approvisionnement en gaz russe avec des conséquences industrielles très, très lourdes. Vous avez un accord entre Siemens et Rosatom qui, à mon avis, est un point d'inflexion pour la relation russo-allemande, mais par voie de conséquence pour la relation franco-allemande. Et puis, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, eh bien, en ce qui concerne par exemple la Libye, le fait que l'abstention de la Russie au Conseil de sécurité, voilà, l'Allemagne s'abstient au même titre que la Russie. Vous l'interprétez comment? Je l'interprète, si vous voulez, sur une évolution, à mon avis, très profonde de l'Allemagne vis-à-vis du projet européen et de sa relation en particulier à Paris, et sur, au fond, une volonté... Donc c'est vraiment un marqueur, là, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il se passe quelque chose dans le couple franco-allemand, oui, pour moi le tournant il est autour de 2008. Alors en même temps, vous avez aussi la possibilité, la volonté partagée par les trois capitales de se retrouver sur un certain nombre de sujets, hein, avec par exemple le sommet de Deauville, dans une optique à mon avis très différente de l'ère Chirac, Schröder, Poutine et de l'opposition à la guerre d'Irak. Mais je serais tenté de dire que la Russie est en train de devenir peut-être subrepticement le troisième homme de la relation franco-allemande. Alors en deux mots, vraiment en deux mots, la Chine. Oui, alors, si vous me permettez, Laurent, juste rappeler quand même que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie, loin devant les autres, et qu'on a au fond une double asymétrie, c'est-à-dire que l'Union européenne représente un peu moins de 60% des échanges extérieurs de la Russie. Et la Russie, le premier fournisseur de matières énergétiques. Mais à l'inverse, la Russie est le troisième partenaire commercial de l'Union européenne, pour un peu moins de 8% de ces échanges, et qu'au fond, le commerce, c'est effectivement principalement des flux énergétiques dans le sens Russie-Europe, contre des biens de consommation très haut de gamme, et puis des services côté Europe-Russie. Alors j'en reviens en deux mots, mais vraiment en deux mots la Chine avant de conclure. La Chine, pour résumer, vous avez une utilisation, à mon sens, du développement de la relation entre la Russie et la Chine, précisément dans le cadre de l'Union européenne-Russie. Incontestablement une augmentation très, très significative des échanges au cours des 10 dernières années. Et en même temps, ce que je vois, c'est une crainte de la Russie d'être aspirée par la croissance chinoise. Autrement dit, si vous voulez, je n'appartiens pas à l'école qui mise sur une alliance stratégique durable entre la Russie et la Chine. Alors, il y a une question que j'aurais voulu développer, c'est comment, on n'a plus beaucoup de temps, alors je vais faire un inventaire à l'après-vert. Comment caractériser la Russie? Alors j'ai noté des termes: superpuissance de l'énergie, capitalisme d'État, État rentier, État mafieux, démocratie. Votre caractérisation, sur le régime pour terminer. Sur le régime politique, je serais tenté de dire 2 tiers autoritaire, 1 tiers démocratique. Capitalisme d'État, c'est revendiqué par la Russie, c'est-à-dire cette idée sur laquelle l'État doit être le principal acteur économique. Et donc, ça doit se traduire par une forme de dirigisme. État mafieux, ça dépend un peu du jugement que vous portez sur les dirigeants russes. C'est-à-dire ou bien vous voyez Poutine et Medvedev comme des hommes d'État capables d'avoir restauré le rang de leur pays, ou alors comme des hommes puissamment corrompus en raison de leur lien évident avec le business. Vous avez indiscutablement une collusion en Russie extrêmement étroite entre intérêt public et intérêt privé. Donc au fond, le point, ce serait de dire que la Russie est un animal hybride dont la caractéristique principale, à mon sens, dans les années à venir, va être de toujours vouloir maintenir son autonomie stratégique. Eh bien, c'est sur ces paroles que je vous remercie. Merci Thomas Gomard. Merci.